Victor Dédage, bonjour. Bonjour. Vous avez dernièrement écrit un livre sur Cuba, l'embargo, mais c'est pas de ça dont on va parler, c'est de Julian Assange. Où en est-il? Alors Julian Assange est passé devant le tribunal pour son procès officiel. Ça a commencé le 7 septembre et ça a duré 14 jours. Pendant ces 14 jours, on a assisté à des phénomènes incroyables qui ont choqué plus d'un observateur. Et je vais dire les rares observateurs qui ont pu assister à ce procès. Un des premiers caractéristiques, c'est qu'il y a eu une tentative manifeste de faire un procès à huis clos. À savoir que 50 ONG, par exemple, se sont refusés l'accès à ce procès, dont, par exemple, Amnesty International, qui a déclaré que c'était la première fois que dans un pays occidental, on lui refuse l'accès à un tribunal. Dans un contexte de Covid-19? Non, parce qu'il y avait une salle à côté qui était prévue avec une liaison vidéo spécialement aménagée, et même là, ils n'ont pas eu accès. Et que même dans des pays aussi répressifs que la Turquie, c'est leur parole que je suis, ils arrivent à rentrer dans les tribunaux. On a vu que des organisations comme Reporters sans frontières se voir refuser l'habilitation pour assister. La salle elle-même du tribunal avait 80 sièges, c'était dans le Old Bailey, fameuse prison tribunal de Londres. 80 sièges de prévus possibles, et ils en avaient réservé 4 ou 5 au public. Les amis proches, John Pilger, le journaliste d'investigation, Craig Murray, le diplomate, ex-diplomate britannique, qui est à peu près notre seule source fiable de ce qui s'est passé à l'intérieur de ce tribunal, et qui faisait un compte-rendu toutes les nuits, le rédigeait, et que je traduisais consciencieusement le lendemain matin sur les 14 journées, 13 en réalité, parce qu'une journée a été annulée pour cause d'alerte Covid. Dans la salle annexe où les gens étaient supposés voir assister au procès, il s'est passé ce qui s'est passé régulièrement depuis un an, pendant toutes les audiences techniques qui ont précédé le procès officiel. Dans un procès d'extradition en Grande-Bretagne, il y a une audience obligatoire tous les 28 jours. Et le scénario était toujours le même: audience dans un tribunal, transmission audio pour les journalistes. Je crois, si on compte 28 jours, pendant un an et demi, ça fait un certain nombre de séances. Je crois pouvoir dire qu'il n'y avait pas une seule séance audio qui s'est bien passée. Quand il y avait le son, il n'y avait pas l'image. Quand il y avait l'image, il n'y avait pas le son. Quand il y avait l'image et le son, ils étaient connectés à la mauvaise salle d'audience. Ils assistaient à un autre procès. Quand il y avait le son, l'image, et ils étaient dans la bonne salle, il y avait un grésillement, où la ligne se coupait bizarrement, s'interrompait, la communication. Ou alors, carrément, pendant le procès officiel, on a vu diffuser pendant quelques minutes un interview de Donald Trump qui est arrivé sur les écrans, on ne sait toujours pas comment. Vous y voyez là une volonté de la part de la justice britannique? Écoutez, je suis informaticien, je sais qu'on peut avoir des problèmes techniques, mais quand ça se reproduit pendant un an et demi à toutes les audiences, il y a un moment donné, on se dit soit les gars doivent se faire virer et les remplacer illico presto par des gens qui savent faire, soit il y a une volonté d'empêcher. Mais maintenant, quand je dis qu'à la fin et pendant le procès, on refuse l'habilitation à une cinquantaine d'ONG, il y a une volonté manifeste de faire en sorte que ce procès, ce qui s'y est passé, ne soit pas public. Et d'ailleurs, c'est dans une logique qu'on a vue tout au long de l'affaire Assange, c'est de faire en sorte de l'enlever de la mémoire collective, de l'écarter de la vision du public pour pouvoir tranquillement procéder à ce que j'appelle le kidnapping d'un journaliste, le journaliste le plus primé du XXIe siècle, avec des formes juridiques plus ou moins, mais plutôt moins que plus respectées, et si possible dans le silence absolu. C'est le propre des procès politiques, parce qu'il s'agit d'un procès politique. C'est d'œuvrer dans le silence. C'est la lumière qui tue les procès politiques, ou qui peuvent les tuer. Ici, donc, la volonté de faire en sorte que le public ne soit pas au courant de ce qui se passe est manifeste. Les anomalies de procédure, par exemple, ont émaillé tout au long de tout dans cette affaire. Il n'y a pratiquement pas eu un seul élément que l'on puisse considérer comme normal. S'il vous plaît, Victor, rappelez-nous quels étaient les chefs d'accusation pour ce procès en Angleterre. Alors justement, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au mois de février, je crois. Et à ce moment-là, les Américains avaient lancé 17 plus 1 chefs d'accusation contre Julian Assange,
basée sur une loi qui a 100 ans, qui n'a jamais été utilisée contre un journaliste, américain ou a fortiori étranger, qui s'appelle le Espionage Act de 1917. Cette loi avait pour objectif à l'époque de combattre les objecteurs de conscience qui ne voulaient pas participer à la Première Guerre mondiale. Et cette loi est très répressive, extrêmement répressive, et restreint drastiquement les droits de la défense. Si vous êtes inculpé par l'espionnage acte, par exemple, vous n'avez pas le droit de présenter au tribunal les motifs de votre action. C'est très rare dans une procédure pénale que vous n'ayez pas le droit. On ne s'occupe pas du pourquoi. On ne s'occupe pas du pourquoi. Et la deuxième chose particulière, c'est que est considéré comme complice du coupable principal tous les gens qui ont participé d'une façon ou d'une autre à lui faciliter le crime, de révéler des secrets d'État, ainsi que tous ceux qui en ont pris conscience ou qui ont été en possession. C'est-à-dire que la loi est tellement floue, tellement vague et englobe tellement de gens qu'en théorie, le simple fait d'avoir reçu, par exemple, une enveloppe par la poste, de l'ouvrir et de dire « j'ai reçu une lettre, je vais l'ouvrir, je regarde, oups, ça y est, je suis coupable parce que j'ai pris connaissance ». C'était une loi purement répressive, orientée comme telle, un semblant de loi en fait, c'était une sorte de cadre général pour pouvoir s'en prendre à tout et n'importe quoi. Et là, ils l'ont sorti pour le cas de Julian Assange. Donc ça, c'était au mois de février. Mais c'était une loi américaine. Bien sûr que c'est une loi américaine. Et qui est appliquée par des juges anglais. Là, on rentre dans un des caractéristiques principaux de ce procès, c'est qu'on a affaire à une nouveauté ici, c'est l'extraterritorialité, qui n'est pas une nouveauté en ce qui concerne les Américains, ils le pratiquent couramment ou ils essaient de l'imposer. L'extraterritorialité n'a absolument aucune valeur juridique, c'est un acte politique qui consiste à dire j'ai une loi chez moi, j'aimerais bien que tout le monde l'applique et le respecte, parce que j'en ai décidé ainsi. Ça, c'est que la moitié de l'aspect de l'extraterritorialité, parce que l'autre moitié qu'il faut obligatoirement avoir pour pouvoir réaliser quelque chose, c'est que la partie en face soit d'accord. Si je suis un Américain et je te dis tu n'as pas le droit de faire ça parce que chez moi c'est interdit, on peut raisonnablement penser qu'un juge français ou qu'un tribunal français lui dise bon, très bien, chez vous c'est interdit, mais pas chez nous, très bien, merci, au revoir. Là où l'extraterritorialité devient perverse, c'est lorsque la partie interpellée accepte, par complicité on va dire, cohésion idéologique, de faire appliquer l'extraterritorialité. Julian Assange, je le rappelle, est un Australien, travaille pour une société qui s'appelle Sunshine Press, qui est basée en Islande, à Reykjavik, qui a œuvré sur le territoire européen, qui n'a jamais été sous une juridiction américaine, et que le fait de l'accuser d'espionnage, qui est un acte éminemment politique, alors qu'il n'a fait faire que publier exactement les mêmes documents qu'une grande partie de la presse américaine et européenne de l'époque, est une aberration en soi. D'ailleurs, les Américains ont longtemps hésité avant, l'administration Obama par exemple, a hésité longtemps avant de lancer des poursuites contre Julian Assange, parce qu'il y avait ce qu'ils appelaient le problème du New York Times, qui se résume ainsi: si on porte plainte contre Julian Assange et Wikileaks, nonobstant le caractère extraterritorial, que je mets de côté parce que c'est en soi une aberration, il faudrait porter plainte aussi contre le New York Times qui a publié les mêmes documents. Et les juristes de l'époque se sont grattés la tête en disant on ne va pas pouvoir s'en sortir parce qu'on va créer un précédent qui est quand même dangereux. Alors, pendant 10 ans, ils se sont attachés à détruire, non pas le site Wikileaks du point de vue technique, mais la réputation de Julian Assange, avec une campagne de guerre psychologique qui, à mon avis, deviendra un modèle du genre. Il faudra un jour étudier pour savoir comment ils ont réussi à imposer autant de contre-vérités pour une affaire tellement importante pour nous, qui touche au cœur du problème du journalisme, c'est notre droit de savoir, en tant que citoyen, qui était les fondements même de la création de Wikileaks, qui était une réaction, je l'avais raconté la dernière fois, qui était une réaction à la création de Wikileaks, c'était une réaction à la tournure des événements post-attentat 2001, dans un monde de folie tourné vers les guerres, où la presse mainstream avait abandonné toute velléité d'objectivité, où une chape de plomb avait couvert l'Occident principalement,
dans une ambiance de « si vous n'êtes pas avec nous, c'est que vous êtes contre nous ». Il n'y avait pas très peu de marge de manœuvre à cette époque-là pour pouvoir ne serait-ce qu'interroger la validité, la légalité de ces guerres, par exemple. Il y avait un totalitarisme qui s'était imposé. Donc Wikileaks a été une réaction à ça, pariant sur le fait qu'au fur et à mesure que les services de renseignement et les services de répression en général devenaient de plus en plus vastes, et ils sont devenus de plus en plus vastes, à un niveau qui sont très peu connus par le grand public, où une myriade de sociétés privées se sont joints à ça parce qu'un business juteux venait d'apparaître. Donc on a affaire à la fois à des administrations officielles, des organismes officiels, des services d'enseignement, mais aussi une myriade de sous-traitants privés, comme une société qui s'appelle Stratfor, qui emploie 100 000 personnes, et qui a été d'ailleurs au cœur de la construction de cette politique de répression contre Julian Assange. Comme on le sait, parce qu'il y a eu des fuites de l'intérieur de Stratfor et Wikileaks les a publiées sur son site.